Drop my needle. Bonjour, je suis Bruno Soulez, je suis un dev, D-E-V, pour différents, extraordinaires et visionnaires. Bienvenue dans If This Then Dev, le podcast qui veut résoudre le problème avant de passer au dev. Chaque semaine, je recevrai un expert pour décoder un sujet ou une tendance de notre formidable métier d'artisan du numérique. Sans en faire un tuto, nous parlerons d'une techno ou de notre quotidien de dev. Une discussion sans boucle, sans condition, mais compilée, afin d'en comprendre tous les éléments avant de passer au dev. Ce podcast est une production Cosa Vostra, où nous codons comme nous accompagnons nos clients, en étant différents, extraordinaires et visionnaires. Avec le machine learning, nous avons permis à la machine d'apprendre pour reproduire à grande échelle et ainsi décupler nos capacités. Mais cet apprentissage se faisant sur nos actions passées, il est chargé de tous nos biais et travers. Nous avons ainsi appris à l'IA à faire, mais pas forcément à bien faire. Mais alors, comment apprendre l'éthique à la machine? Comment gérer ces modèles quand le volume de données explose? Et surtout, toute donnée est-elle bonne à prendre? Pour répondre à ces questions d'éthique, je ne reçois pas Chidi Anagonier, mais elle s'y connaît en tramway. Claire, bonjour. Salut. Alors Claire, est-ce que tu pourrais te présenter pour les gens qui ne te connaîtraient peut-être pas? Bonjour, bonsoir tout le monde. Claire, je travaille en data science, data à Airbnb, et je suis basée à San Francisco. Donc c'est effectivement le petit matin pour toi, c'est un peu plus la soirée pour moi en France. Mais du coup, grâce à la magie du coup de tout ça, on arrive à se faire un épisode tranquillement. Donc machine learning chez Airbnb, est-ce que tu peux nous dresser un peu, on va dire grosse maille, tout ce que Airbnb fait en machine learning aujourd'hui? Waouh. Alors, si tu veux, peut-être, je recule 2 secondes, qui est pourquoi la machine learning à Airbnb? Vraiment, le but de tout ce qu'on fait, c'est de pouvoir permettre aux gens de trouver un listing ou une expérience qui va leur permettre de voyager et de connecter avec leur communauté. Et quand tu fais ça, finalement, tu essayes de créer une expérience très facile, mais c'est pas facile d'aller chercher, si tu veux, ce listing qui va faire la différence ou cette expérience. Donc, il y a une première problématique de matching. Tu as peut-être déjà une destination en tête, des dates, quel va être le meilleur listing pour toi. Ou peut-être que tu n'as même pas une destination en tête et quel type de destination ou quelles dates peuvent être les bonnes pour toi. Donc ça, c'est vraiment le premier clic sur le site. Après, une fois que tu as fait cette réservation, si tu veux, comment en fait on va permettre à ce que les gens aient la meilleure expérience une fois qu'ils voyagent, une fois qu'il faut aller dans la maison, l'appartement de quelqu'un d'autre. Et donc, le machine learning, pour nous, c'est vraiment un outil pour créer ces expériences, pour en fait faire que les gens puissent connecter avec d'autres personnes. Et donc, si tu as tous les points du produit, tu peux réfléchir à comment la machine learning, elle peut t'aider à automatiser ça. Et puis, dans les cas où la personne, elle va peut-être pas avoir la meilleure expérience et qu'elle va devoir contacter Airbnb aussi, comment finalement tu peux mettre du machine learning pour aider en fait les agents qui vont essayer d'aider la communauté. Donc ça, il peut y avoir des applications intéressantes là aussi. Donc, encore une fois, c'est vraiment un outil. Et ce qui est intéressant à Airbnb, c'est que tu vas avoir différentes étapes dans ce processus de machine learning pour développer une bonne expérience. La search, c'est vraiment là où on est le plus avancé aujourd'hui, avec un algo de deep learning sur TensorFlow. Et tu vas avoir des étapes, finalement, on est encore assez rules-based, avec des choses assez simples. On n'est pas encore prêt à vraiment déployer des choses plus avancées. Donc, il y a vraiment une gamme ici. C'est intéressant de savoir que même chez Airbnb, il y a des choses qui sont encore pas parfaites, pas hyper designées. Tu nous dis qu'il y a des choses qui sont encore un petit peu brutes et pas et qui sont encore un peu j'ai envie de dire presque fait de manière un peu pataude. Tu vois, c'est un peu grossi, on va dire. Ça fait plaisir de savoir qu'en fait c'est le cas un peu partout en fait. Même quand tu t'appelles Airbnb, tout n'est pas forcément au cordeau, quoi. Bien sûr, mais je pense que c'est le cas quand tu fais quelque chose de nouveau, par définition. C'est que quand tu essaies d'innover, de créer un nouveau produit ou un nouvel type de feature,
rarement tu vas commencer avec le machine learning, tu vas commencer assez simple, comprendre ce qui marche pas, puis aller vers peut-être un modèle un peu plus avancé qu'une decision tree. Mais le machine learning, ça demande vraiment de comprendre ton espace et ton problème assez bien et les réactions de tes utilisateurs et d'avoir collecté ces signaux pour pouvoir faire quelque chose qui fait sens. Donc, je dirais, pour moi, c'est même pas une question de boîte, c'est plutôt dans vraiment le process d'innovation de produit. Je pense que le machine learning vient à la fin finalement et je vois pas mal de projets qui échouent parce que tu réfléchis à machine learning dès le début et du coup, tu rates ces étapes où tu apprends énormément de choses. Et alors justement, comment s'est construite toute cette activité de machine learning chez Airbnb? Alors aujourd'hui, l'équipe, elle est assez grande quand même à Airbnb. Du coup, on a plusieurs choses. Donc, tu as des solutions qui sont vraiment mises en place par des équipes pour leurs problèmes. Donc, sur le search, on a une solution qui est vraiment custom à cette équipe. Donc, je mentionnais TensorFlow. Donc, on a un deep learning model qui est vraiment géré intégralement par cette équipe. Après, on a aussi une couche, en fait, de machine learning infra, de data infra, qui va en fait être accessible à tout le reste de l'organisation, où tu vas pouvoir créer un pool de features qu'une autre équipe peut-être a réutilisé. Toi, tu vas pouvoir la réutiliser dans ton modèle et une infrastructure qui te permet de déployer des modèles de machine learning. Donc, il y a pas mal de choses qui sont faites dans l'industrie que tu peux acheter et intégrer. Nous, on a commencé à créer notre propre service parce qu'on avait une masse critique. Donc, tu as vraiment les deux, si tu veux. Tu as quelque chose qui est commun pour toutes les équipes et tu as des équipes qui sont tellement avancées qu'elles vont devoir, si tu veux, innover par rapport à la disponibilité de l'organisation. Tu me disais aussi en préparation de cette émission que l'équipe de machine learning a connu on va dire un refactoring il y a quelques années. Qu'est-ce qui a initié ce changement et qu'est-ce qui s'est passé? Alors, ouais, je te parlais du data engineering. Alors, en fait, on a plusieurs métiers en data à Airbnb. Donc, on a data engineering, on a analytics engineering, on a en data science, on a aussi tout ce qui est inference et modeling, on a le machine learning engineer. Et en fait, donc, dans tous ces métiers data, donc en 2016-2017, donc la boîte était vraiment très avancée déjà en termes de data engineering, avoir de bonnes data bien organisées, de façon centralisée. Mais le constat à l'époque est fait que si tu veux continuer à faire ce même type d'investissement, il faut que tu recrutes 100 data engineers en un an et vraiment tu vois, avoir un problème de scale en fait sur ces profils data engineers. Et donc, c'est posé la question de comment on arrive en fait à faire la même chose, mais avec moins de personnes, de façon plus smart. Et à l'époque, en fait, on fait la décision qui s'est avérée ne pas être très bonne, en fait, de dire on va transférer cette responsabilité de data engineering aux software engineers. Donc, tes ingénieurs qui vont développer les produits, les features sur le produit. Et du coup, on a cette skill set de data engineering qui part de la boîte. Et donc, ce qui se passe, en fait, tes software engineers, ils n'ont pas ce skill set d'aller réfléchir à quelle data je dois instrumenter, comment je vais créer mon pipeline après pour transformer ces data et aller servir la data science et l'analytics. Donc déjà, il y a un problème de skill set. Et deux, il y a un problème même d'intérêt ou tu vois, de questions de priorisation au quotidien, de faire ce type de tâches qui n'est déjà pas forcément très comprise. Malgré un gros investissement en termes de training et d'éducation, on n'arrive pas à combler le gap et tu commences à avoir des data scientists qui font ce travail de data engineer. Ce qui n'est pas idéal non plus, c'est un bon patch, mais si tu veux, ce n'est pas des gens qui vont construire avec toujours les best practices d'engineering at scale. Donc, tu vas avoir des choses qui marchent, mais si tu fast forward 2 ans, tu commences à avoir pas mal de data debt dans l'écosystème. Et là, il faut réfléchir, quoi. Il faut réinjecter, faut avoir un nouveau modèle. Donc, ouais, ça a été une période assez difficile pour nos data scientists, où on était vraiment avancé en termes de data, mais avec ce problème de scaler vraiment le data engineering, on s'est retrouvé dans une situation assez difficile. Alors pour ceux qui, comme moi, en tout cas, peut-être
connaissent pas forcément en détail tous ces métiers-là. Est-ce qu'on peut du coup creuser un peu la répartition des rôles entre le data scientist, le data engineer et le software engineer? De ce que je comprends, le data engineer, du coup, c'est pas uniquement celui qui va définir la structure des données, c'est aussi comment les collecter, comment les transformer avant que le data scientist. Parce que le data scientist, il fait aussi la transformation de données, non? Ou je me mélange? Ouais, non, t'as raison. Et d'ailleurs, ces lignes dépendent des boîtes. En fait, c'est ça qui est intéressant aujourd'hui, c'est que tu n'as pas une définition qui s'applique à deux boîtes de la même façon. Alors, en gros, ton software, ton front-end et ton back-end engineer, ils vont développer l'application. Le data engineer va collaborer avec ton product engineer pour dire c'est ça les informations qu'on doit loguer, ou alors dans les informations qu'on log déjà, on a database rien que pour faire marcher l'application. C'est ça en fait que je vais utiliser par la suite. Et en fait, il va construire les pipelines de l'online data vers l'offline data. Tu vois. Alors, ton product engineer va peut-être déjà construire certaines de ces pipelines, mais purement pour faire marcher l'application, pas pour l'analytics. Le data engineer, lui, il va réfléchir vraiment à ces questions de consommation des data pour l'offline. Et après, tu peux avoir différents niveaux de transformation offline. Tu peux avoir des custom transformations sur tes outils de BI, de reporting. Tu vas avoir besoin peut-être d'autres transformations pour pouvoir faire certains modèles, etc. En fait, nous, le data scientist, il va créer des pipelines, mais des prototypes, tu vois, c'est peut-être la première version du pipeline. Et une fois que la valeur est prouvée, une fois que tu vas utiliser ce modèle, utiliser ces métriques, à ce moment-là, il y a une sorte de graduation vers le data engineering qui va construire ça de façon at scale. Et en fait, pourquoi on a cette ambivalence, c'est qu'un data scientist, il va peut-être la construire en un jour ou une semaine. Un data engineer, il va prendre 1 mois à 6 mois, parfois plus. Ça, c'est des temps de cycle qui sont beaucoup plus longs. Donc, quand tu essayes juste de prove out, de prouver la valeur d'un investissement et d'une pipeline, tu vas peut-être la prototyper d'abord en data science et après aller vraiment sur une solution scale. Donc, ça peut être une approche, ou des fois on va directement avec le data engineering, mais c'est un peu la répartition des rôles qu'on a aujourd'hui. Je vois. Et alors toi, du coup, tu te situes de quel côté de cette ligne entre le data engineer, le data scientist, ou peut-être même encore d'autres métiers? Ouais, ça a évolué au fil des années. Moi, à la base, du data engineering, l'analytics au machine learning, et aujourd'hui, c'est vrai que le data engineering évolue de plus en plus vers l'engineering à Airbnb, donc c'est quelque chose sur lequel je suis un peu plus en retrait aujourd'hui. Et en fait, on a créé le rôle d'analytics engineer. Alors, l'analytics engineer, justement, c'est cette personne qui est entre le data engineer et le data scientist, et qui est vraiment spécialisée sur ces transformations, ces couches de transformation entre vraiment juste avoir des datas qui sont process après l'application et les utilisations des data scientists. Et donc, il va construire des choses qui scalent bien, mais avec une grosse casquette business et analytics, donc cas aussi ce qui peut réfléchir si tu veux aux applications. Et on s'est beaucoup inspiré de ce que fait Netflix, en fait, qui est vraiment best in class là-dessus. Et donc, tu vas avoir des data engineers qui vont vraiment aller évoluer vers la data infra. Donc, moi, je commence à l'analytics engineering aujourd'hui. Mais pareil, je vois que c'est quelque chose qui est très fluide. Tu vois, c'est un métier qui a peut-être 2 ans chez nous. Ouais, donc c'est en effet encore en cours de définition. Mais du coup, alors cet aspect analytics, il se produit c'est de l'analyse des données qui sont mises à disposition des algorithmes de machine learning, ou c'est une analyse de ce qui ressort justement de ces algorithmes de machine learning. Tu vois, est-ce que du coup tu analyses la donnée source ou est-ce que tu analyses les résultats des différents algos? Oui, les deux. Et même en amont, si tu veux, nous, la data première, c'est finalement que font les utilisateurs. Est-ce que quand je leur présente ces résultats de recherche, est-ce qu'ils cliquent sur ce listing ou est-ce qu'ils ne cliquent pas? Combien de photos ils vont aller regarder? Où est-ce qu'ils sont bloqués sur l'application? Et ça, en fait, c'est super important d'avoir ces données-là et qu'elles soient fiables parce que sinon, en fait, tu n'as même pas de machine learning qui est possible après, où tu es très limité. Et donc, c'est là où la qualité des données va être très importante. Et bien sûr, en sortie, mais généralement, c'est les mêmes réflexions qui est que
quel est le succès pour ton modèle de machine learning? Donc oui, tu as le fait que la personne, elle va trouver un listing et après, elle va avoir une super expérience une fois qu'elle est offline. Mais ça peut être aussi, tu peux avoir des objectifs secondaires qui est, je veux qu'elle trouve le listing, mais qu'elle le trouve vite. Tu vois, et donc si tu logs pas le temps de la bonne façon, tu peux même pas évoluer après évaluer ton système de sortie. Donc c'est pour ça qu'il y a ce gros enjeu de collecte de signaux à la fois pour tes applications, mais aussi pour leur évaluation. Ouais. Mais alors, on dit toujours, enfin on dit souvent en tout cas que le succès d'un bon algorithme de machine learning, c'est la qualité des données, mais aussi le volume de données. C'est-à-dire il faut quand même avoir un certain volume de données pour avoir un algorithme qui fonctionne. Donc j'imagine que dans cet aspect analytics, tu as quand même beaucoup de données à vérifier avant de les passer aux différentes moulinettes que vous pouvez avoir. Et tu nous dis que tu analyses du coup aussi ce qui ressort des usages. Et j'imagine que vu la réputation de Airbnb et vu le volume de trafic que vous pouvez avoir, ça présente aussi beaucoup d'informations. Comment tu fais en fait pour avoir une analyse efficace et pertinente d'un volume de données aussi colossal et surtout un afflux de données aussi important? Ouais, c'est là où c'est vraiment important finalement où est le cœur du métier de data science, qui est quelles sont les questions en fait les plus importantes auxquelles tu veux répondre, et après en fait de designer un système en amont, donc avec l'analytics engineering et le data engineering, qui permet en fait de répondre à ces questions efficacement. Donc c'est là où tu vas réfléchir à comment tu organises tes data, tes schemas dans tes tables, pour en fait que quand un analyste, un data scientist veut query les data, ça lui prenne 5 minutes plutôt que 5 jours. Donc c'est vraiment ça en fait qui est le challenge de ces métiers-là. Et en fait, ça démarre avec tu travailles avec ton product manager ou tu amènes déjà un point de vue qui est quel est le succès, qu'est-ce qu'on va vouloir regarder, quels sont les segments, où sont les problèmes potentiels. Et le plus tu as un point de vue là-dessus, en fait, le plus tu vas pouvoir designer un système qui est efficace à agréger ça. Alors, après, il y a d'autres approches. Tu as des approches où, en fait, finalement, tu peux dire aussi, je vais vouloir découvrir. Je vais vouloir découvrir où sont les problèmes, mais ça va te demander une façon d'organiser les data qui est assez différente. C'est quelque chose qu'on regarde aussi. Tu vois, ça va être plus des problématiques d'anomalie detection ou ce genre de choses. Donc, ça, on va le faire en parallèle, tu vois, de trucs vraiment très, très evaluation et métriques. Mais donc, c'est pas quelque chose, c'est quelque chose qu'on essaye peut-être ce qui peut être intéressant pour l'audience, c'est on essaye de ne pas l'internaliser. C'est-à-dire, c'est quelque chose, on va dire, on essaye de communiquer avec nos partenaires. On fait ces décisions dans notre architecture pour prioriser ce type de questions plutôt que d'autres types de questions. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Moi, ce que j'ai vu dans le passé, c'est que tu peux avoir des équipes data finalement qui internalisent complètement ce challenge en fait et cette priorisation que tu dois faire sur les données. Et après, tu peux avoir du coup, des responsables qui sont assez frustrés de ne pas avoir cette réponse-là. Et donc, moi, un de mes rôles, si tu veux, c'est d'essayer de communiquer ça à nos partenaires et à nos dirigeants pour que finalement, ce soit une question de priorisation sur laquelle ils soient à l'aise. Parce que l'idée, du coup, c'est quand tu construis un modèle ou quand tu vas, c'est ce que tu disais, chercher une anomalie, c'est pas de le faire de manière biaisée ou du coup, en fait, en fonction de la question que tu poses, c'est ça, tu vas chercher le résultat que tu veux avoir. En fait, c'est ça de ce que je comprends ou... Ah oui, alors là, si on commence à parler de biais, alors là, ouais, les biais, alors je pense que tout ce dont on a parlé avant est vrai, peu importe l'application. Après, un gros challenge aujourd'hui qu'on a sur toute application produit de la data, finalement, que ce soit machine learning ou non, c'est quel type de data tu réinjectes dans le produit, c'est quoi les signaux que tu as derrière cette data, et en fait, quels sont le type d'actions qu'elles vont renforcer. Tu vois. Donc, si tu collectes tes signaux dans le vrai monde, ton vrai monde, il a plein de problèmes. Et donc, si tu réfléchis pas à des choses qui peuvent être vraies dans les datas que tu collectes et que tu les réinjectes dans ton produit, tu vas renforcer des mécanismes qui sont déjà là. Donc, un exemple concret, si tes utilisateurs sont que des gens affluents qui aiment voyager dans certains quartiers,
et que ça, c'est le data que tu collectes des réservations qu'ils font. Et que tu regardes jamais en fait d'autres segments d'utilisateurs, ce qu'ils peuvent avoir comme préférence, mais en fait, tu vas toujours envoyer des réservations sur les mêmes quartiers. Et ça, c'est pas forcément mauvais, du mauvais machine learning. C'est juste que en fait, tu as pris tes data, tu as fait, t'as renforcé là où sont tes data. Donc, tu vas avoir un algorithme qui performe très bien, mais après, tu n'as pas forcément le produit que tu désires construire parce que tu as peut-être justement envie que les gens aillent à explorer d'autres quartiers, d'autres communautés. Et du coup, il faut que ça demande une décision en amont de dire quel type de data et quel type de réservation finalement je veux aller injecter dans mon modèle. Ouais. Et puis du coup, ça aussi, ça te fait une alimentation enfin, tu réponds à la demande que d'une partie de la population, en fait. Donc du coup, en fait, tu te spécialises sans le vouloir si tu procèdes comme ça, en fait. Oui, ouais, tu peux complètement aliéner en fait un groupe d'utilisateurs sur ton produit parce qu'ils vont se dire en fait ce produit ne me correspond pas parce que tu vas peut-être utiliser ton groupe le plus gros pour aller entraîner ton modèle et tu vas pas être assez prendre assez de décisions d'exploration si tu veux ou de représentation de groupes plus marginaux peut-être. Okay. Et donc, au fur et à mesure du temps, en fait, c'est vrai que, et c'est ce que peut-être tu fais allusion, c'est au fil du temps, ton problème, il fait que s'empirer. Parce que si tes minorités, elles ne se sentent pas représentées, elles vont moins réserver. Et du coup, tu as encore moins de signaux après à réinjecter dans ton modèle. Donc, ton modèle devient de plus en plus biaisé. Ouais. Et c'est pour ça que peut-être pour revenir sur le point d'avant, tu veux pas forcément commencer avec du machine learning, tu veux vraiment commencer avec des choses plus simples et comprendre en fait l'impact de réinjecter du data dans le produit A. Parce qu'une fois que tu réinjectes du data dans le produit, en fait, finalement, tu es sur un certain pass d'innovation que tu veux pouvoir corriger si tu n'es pas au bon endroit. Quand tu dis qu'on commence par un truc plus simple avant de faire du machine learning, c'est-à-dire que vous le faites pas quand même entre guillemets à la main au début, j'ai envie de dire, il y a quand même une logique algorithmique qui est implémentée. Oui, alors, on n'est plus là, mais si je devais reconstruire la search à Airbnb au tout début, tu te dis, en fait, je vais faire quoi? Je vais présenter des listings qui sont pas très loin du centre de la ville. Donc, je vais avoir une feature de distance, je vais avoir une feature de prix. Et puis, est-ce que c'est une question de disponibilité des calendriers? Et en fait, je vais peut-être dire, en fait, il faut que ce soit assez disponible, que le prix soit à mon prix. Et puis, en fait, tu as juste... tu as peut-être 3 features et tu fais quelque chose qui te semble raisonnable. Mais après, si tu commences à ajouter d'autres signaux, c'est peut-être là où, en fait, ou même sur ces signaux-là, en fait, d'avoir des modèles plus complexes, des modèles implicites plutôt qu'explicites. À ce moment-là, oui, rapidement, en fait, tu vas sur du machine learning. Oui. Okay. Quand tu parlais du coup aussi d'analytics, alors moi je suis très néophyte sur tous ces trucs-là. Moi je découvre tout ça grâce à mon podcast et c'est aussi pour ça que je le fais d'ailleurs. Est-ce que du coup cet aspect analytics, est-ce que c'est se rapprocher en fait de la notion d'intelligence artificielle supervisée ou c'est complètement autre chose? Alors aujourd'hui, supervisé, non supervisé, ça correspond plus au type de modèle et d'application où donc un modèle supervisé, tu as déjà en fait des labels de sortie. Donc par exemple, une mauvaise application, mais tout à comprendre, c'est est-ce que mon utilisateur est une femme ou un homme? Tu vois, tu as déjà une idée, tu as 2 labels de sortie, femme, homme. Catégoriser en plus, c'est pas forcément bon parce que tu as beaucoup plus de choix sur ce range-là, donc tu ne veux pas faire ce type d'application. Non supervisé, c'est en fait, tu veux découvrir quels sont les groupes dans tes datas. Donc, par exemple, est-ce que tu as beaucoup d'applications marketing, par exemple, est-ce que j'ai dans mes customers, est-ce que j'ai un groupe qui est adventure, exploration, est-ce que j'ai un groupe qui est plutôt family, safety first, etc. Et en fait, tu vas découvrir ces segments de façon non supervisée. Dans les 2 cas, tu as des problèmes de fairness et des problèmes d'éthique et de biais.
Donc, peu importe en fait ton type d'application et ton type de modèle, à partir du moment où tu as un algorithme qui va faire des décisions implicites de modeling, en fait, tu t'exposes à peut-être capturer des signaux que tu n'avais pas forcément envie de capturer dans ton modèle. Et peut-être si je vais encore un cran là-dessus, j'essaye de ne pas te perdre, Bruno, l'audience. En fait, la distinction implicite et explicite, elle est intéressante parce que pendant longtemps, si tu veux, on a utilisé des modèles explicites. Donc, je sais, dans mon code, je sais que je fais cette décision sur ce je prends la décision, tu vois, que par exemple, le prix va interagir comme ça sur ma variable de sortie. En fait, dans le deep learning et dans les modèles implicites, tu as ces couches intermédiaires dans ton modèle qui sont pas des choses que toi, tu vas coder, qui sont des choses qu'en fait, le modèle apprend. C'est pour ça qu'on parle de modèle d'apprentissage. Donc, le modèle va apprendre en fait des features et des signaux qui sont très prédictifs de ton output. Et en fait, la grosse question, c'est quels sont ces signaux que le modèle a appris. En fait, si je réduis la question du biais et de la finance en machine learning, c'est vraiment cette question-là. Et est-ce que ton modèle a appris que l'âge était très discriminant, alors que tu ne veux pas en fait utiliser l'âge parce que c'est peut-être pas éthique d'utiliser l'âge dans ton modèle. Donc, si tu veux, avant, tu avais ton data scientist qui faisait le choix explicite de ne pas utiliser ta variable d'âge ou ta variable de revenu. Le problème, c'est que peut-être dans la façon dont les gens interagissent avec le site aujourd'hui, peut-être que si tu es plus jeune, tu interagis d'une certaine façon, que si tu es plus âgé, et peut-être que je capture ça en utilisant finalement mes signaux d'engagement. Et donc, la question qui se pose aujourd'hui, c'est comment je fais pour savoir est-ce que j'utilise des signaux que je n'ai pas envie d'utiliser parce que ce sont des variables qui sont problématiques et pas forcément éthiques, ou même pire, qui sont en fait régulées. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, aux États-Unis, tu as un certain nombre de classes et de groupes qui sont protégés. Donc, par exemple, le genre, l'identité ethnique, l'âge, etc., la catégorie sociale. C'est des choses sur lesquelles je ne peux pas discriminer, mais peut-être que mon algorithme arrive en fait à avoir ces signaux-là sur les datas. Alors, c'est intéressant en fait, je trouve, comme discussion, parce que ça veut dire que donc si je comprends bien, dans la partie supervisée, je vais dire, tu me repères les gens, tu me les classes par âge, j'ai mon champ âge, et du coup, je fais des catégories par ça. Et du coup, l'algorithme va te les catégoriser comme ça. Et dans l'autre cas, tu vas dire, tu me fais des groupes de gens qui ont des comportements similaires. Et c'est toi, après, en lisant ces groupes-là, tu vas pouvoir dire, en fait, ce groupe-là, il s'avère que c'est quasiment que des gens qui ont tel âge. Et là, c'est quasiment que des gens qui ont tel âge. C'est ça, en fait, la différence entre la supervision et la non-supervision. Tu lui donnes des cases à remplir. Et dans l'autre cas, c'est lui qui te sort des boîtes et c'est toi qui mets l'étiquette sur la boîte. Alors, ouais, et dans les deux cas, en fait, tu peux avoir des problèmes de biais. Peut-être pour revenir à l'application Airbnb. Donc, en search, si tu veux, je te recommande des listings que je pense que tu vas réserver. Donc, si tu veux, j'essaye de prédire un 1 ou un 0. Est-ce que le listing va te plaire? Est-ce qu'il ne va pas te plaire? Donc, c'est supervisé parce que tu as deux choix de label, 0 ou 1. Et en fait, sur les étapes intermédiaires, de ce modèle, puisque c'est un modèle de deep learning, quels sont les signaux qui sont très prédictifs en fait, du fait que les listing va te plaire ou pas. Et en fait, là, est-ce que j'apprends ta catégorie socio-professionnelle, ton revenu, si tu veux, quand je fais ça Alors, c'est bien sûr pas du tout une variable que tu vas mettre en entrée. Déjà, je ne le sais pas. Et si je le savais, je ne voudrais pas, pour des raisons éthiques, le faire. La question, c'est est-ce qu'il y a d'autres signaux de cet utilisateur en fait, qui sont très corrélés avec ces catégories professionnelles que mon modèle qui va prédire est-ce qu'un listing lui plaît ou pas détecte. Et tu vois, c'est un modèle supervisé, mais il y a quand même ce problème intrinsèque qui est lié au deep learning, enfin au modèle d'apprentissage implicite. Mais alors, du coup, il y a un côté un peu délicat, tu pourrais te dire, oui, certes, mon algorithme en fait a détecté comme signal
que telle origine sociale ou tel genre va influer sur le fait que la personne va apprécier ou non un listing. Mais au final, c'est pas toi qui lui as dit. Et en fait, dans la population qui fait passer par ce filtre-là, peut-être qu'en majeure partie, il y a des gens de ce genre-là ou de cette origine-là, mais pas que, en fait, parce qu'il a repéré qu'en fait, tu as des gens qui ne correspondent pas à la majorité, mais qui passent quand même dans ce signal-là. Et donc, il va identifier tel quel, parce que j'imagine que la mécanique, quand le modèle de machine learning est appliqué, c'est qu'en fait, moi je fais ma recherche, moi Bruno Soulez, je fais ma recherche, et du coup il y a tous les éléments du listing qui passent dans le truc et qui disent ça il va aimer, ça il va pas aimer, ça il va aimer, ça il va pas aimer. Et du coup peut-être que sur certains critères, je vais correspondre à des signaux qui sont plutôt associés, je sais pas, à des femmes, plutôt associés à des gens qui vivent à la campagne, plutôt associés à des gens qui sont plus vieux, et puis d'autres qui vont correspondre peut-être effectivement plus à qui je suis. Mais donc du coup, j'essaie de formuler ma question en même temps que je la pose. Est-ce qu'il y a... Tu vois, je trouve que la question d'éthique, en fait, elle est intéressante. C'est-à-dire que dans quelle mesure il y a un problème éthique si c'est pas une catégorisation volontaire de quelqu'un? Ouais, et aujourd'hui, la réponse dans l'industrie, c'est oui, il y a un problème d'éthique sur des catégories, sur les catégories sensibles. Et donc, la question, aux États-Unis, c'est très régulé. Quelles sont les catégories sensibles? Après, dans d'autres pays, il y a d'autres régulations. Mais aujourd'hui, la communauté machine learning te répond oui, et les utilisateurs aussi. Les Ouais. sellers, quand tu vois l'exemple, il y a eu une grosse crise là-dessus quand Apple met en ligne sa credit card et que dans le même couple avec les mêmes revenus, finalement, l'homme a 10 fois plus Il a un credit score qui est meilleur son crédit est 10 fois que... plus grand que la femme. Et la seule différence, vraiment, ils habitent au même endroit, le même bank account, même niveau de revenu, même type de profession, c'est juste le genre. Et c'est pas qu'en fait, dans le modèle d'Apple sur la credit card, ils ont rentré le genre comme variable d'entrée. C'est que en fait, sur leur training set, en fait, sur les data qu'ils ont utilisées en input pour leur machine learning, en fait, ils ont sûrement des features qui sont très corrélées avec le genre et ils ne se sont pas rendus compte. Et du coup, ça biaise énormément. Ou alors, un autre problème, c'est ils n'avaient peut-être pas assez de femmes dans leur training set. Et du coup, leur modèle ne généralise pas bien aux femmes. Ça peut être aussi une autre source de biais et de problèmes. Et donc, en fait, aujourd'hui, les consommateurs te disent oui, non, c'est inacceptable. Pareil avec les problèmes de reconnaissance faciale. Alors, des fois, c'est un peu... nous, c'est quelque chose qu'on regarde beaucoup et on a pas mal publié là-dessus. On veut être sûr, en fait, que aujourd'hui, ton appartenance ethnique, ce n'est pas un facteur discriminant sur la plateforme. Alors, on a une régulation spécifique là-dessus, c'est-à-dire que si un autre fait ça, il n'est plus accepté sur la plateforme. Mais tu peux avoir des choses plus implicites au moment en fait où la personne va approuver la réservation basée sur l'idée qu'elle se fait de son appartenance ethnique. Et donc ça, après, comme c'est un signal pour savoir est-ce que la réservation a abouti ou non, c'est quelque chose qu'on doit faire on doit regarder avec attention et voir quels signaux on utilise. Le problème aujourd'hui, c'est que en fait, tu ne sais pas forcément que tu le fais. Donc aujourd'hui, l'industrie te dit, commence à mesurer et est-ce que en fait, quand tu regardes à quel point ton modèle est performant, au lieu de regarder sur la moyenne, ta moyenne de tes utilisateurs, commence à regarder sur tes segments. Donc, est-ce que je suis aussi bonne finalement à prédire que un listing va être bon pour une femme, pour un homme ou une personne qui ne s'identifie pas sur ces catégories de genre et sinon, en fait, qu'est-ce que tu dois faire pour arriver au même niveau de performance? Donc ça, c'est une façon de regarder la fairness. Il y a d'autres façons, il y a d'autres métriques. Le challenge qu'on a à nous aussi, c'est que, en fait, on ne sait pas forcément déjà que tu es une femme, un homme ou que ce n'est pas des catégories qui te correspondent. Pareil pour ton identité ethnique, en fait. Si tu veux, sur Airbnb, ce n'est pas quelque chose qu'on demande. On ne pense pas que c'est même important de le savoir. Mais si tu veux, en fait, corriger le biais, il y a une question de comment tu le mesures.
Et c'est vraiment là où est tout le challenge aujourd'hui, si tu veux, pour une boîte. Et en fait, même dans l'approche d'aller mesurer, il peut y avoir des problèmes éthiques. Et donc, par exemple, pour dire, bah, je veux être sûre, en fait, que si une personne, elle est d'identité technique noire, ethnique noire, qu'elle ne soit pas discriminée sur la plateforme. Et ben, pour faire ça, on a dû faire un partnership avec des représentants, des parties prenantes, si tu veux, de ce problème de discrimination pour qu'ils nous disent, oui, c'est une bonne façon, si tu veux, d'aller collecter ces datas et après, en fait, de faire cette mesure sur notre modèle. Mais c'était pas du tout facile, même l'approche de dire comment tu vas évaluer ça sans le savoir. Parce que ça peut avoir plein de biais et plein de problèmes aussi. Alors, c'est assez fou parce que ça veut dire que tu as des systèmes de deep learning qui ont une capacité à, entre guillemets, déduire l'identité ethnique d'un utilisateur sans que cette information directement soit rentrée. Donc, c'est du coup une... bon, c'est toute la magie du machine learning. Il y a des gens qui vont me dire, bah oui, c'est évident, Bruno, c'est grâce à ça que... c'est pour ça que c'est aussi puissant. Mais du coup, c'est quand même une capacité de détecter un paramètre que tu n'as pas, basé sur quoi? Parce que du coup, si je prends Airbnb, les données que vous avez, c'est quand j'allume l'application, c'est d'où je pars et où je vais, à peu près, on va dire les dates de vacances, le type de budget que je peux avoir. Enfin, tu vois, alors peut-être que je me trompe, parce que j'ai découvert ça aussi en faisant ce podcast avec différentes boîtes, c'est qu'en fait, le volume de données collectées est quand même beaucoup plus important que ce qu'on imagine, qu'il y a, en fait, il y a des tas de petits signaux à droite à gauche. Mais je trouve ça assez fascinant en fait de réussir à détecter l'origine ethnique, le genre, l'identité de genre aussi de quelqu'un. Je me souviens, il y a longtemps, j'avais évoqué avec quelqu'un que dans certains cas, peut-être que des gens comme Facebook, par exemple, peuvent savoir l'orientation sexuelle de quelqu'un avant même que la personne elle-même le sache. Est-ce qu'on en est vraiment à ce point-là de finesse des algorithmes ou c'est encore de la science-fiction? Bah, c'est exactement la question qui nous préoccupe. Bon, Airbnb, on n'est pas du tout au niveau de volume de data de Facebook, même de signaux qu'on collecte, etc., et volontairement. Mais pour te donner peut-être un exemple qui te permettra de voir où est-ce qu'il peut y avoir problème, si tu veux faire en fait des recommandations qui sont basées sur là où tu es en ce moment. Donc, je vais avoir un sens de où est-ce que tu te situes. Et en fait, bah, rien que le fait que tu sois à Paris versus en banlieue, bah, tu vois, si je veux te faire une recommandation relevant des destinations, et ben, je sais déjà pas mal de choses sur toi. Il y a pas mal de différences déjà. Après, selon le type de filtre que tu vas utiliser, tu as des gens qui vont utiliser plutôt certains filtres, plutôt d'autres filtres. Ça peut être assez discriminant aussi, en fait, sans que ce soit le but. Mais si tu essayes d'apprendre le type de feature d'un listing que tu aimes bien, bah forcément, je vais savoir que tu es une famille si tu choisis qui a un berceau pour enfants, et si tu me le dis. Donc, en fait, si tu as des choses qui sont là, des bons signaux pour que l'information soit relevant, alors quelque chose qu'on n'utilise pas explicitement, c'est le type de device sur lequel tu es. Est-ce que tu utilises un Android? Quelle version de l'Android? Quelle version de l'iPhone? Ça, on ne l'utilise pas parce qu'on sait que c'est bourré de choses qu'on ne veut pas utiliser. Tu as d'autres boîtes qui vont le faire parce qu'en fait, c'est très prédictif de plein de choses et donc, du coup, c'est un signal qui est très utile. Ce que j'aime beaucoup, c'est une innovation récente qui s'appelle le machine learning admissible. Et où tu as cette idée, en fait, où quand tu fais un modèle de machine learning, tu vas regarder un plot. Sur un axe, tu vas regarder en fait à quel point tes signaux d'entrée ils contribuent à prédire ton output, ce que tu essayes de prédire, donc est-ce que le listing va te plaire ou pas. Et à gauche, en fait, à quel point ces features elles sont corrélées avec des choses que tu ne veux pas. Et donc, si elles sont très corrélées et pas très prédictives, bah, tu les retires. Mais au moins, en fait, tu sais en fait où est-ce que tu es dans ta gamme d'informations. Et après, en fait, c'est vraiment, du coup, c'est là où ce qui est intéressant, c'est que la décision ne doit pas se faire dans l'équipe data. Ça doit être vraiment une décision de la boîte, finalement, de qu'est-ce qui est OK, qu'est-ce qui n'est pas OK. Après, donc, tu as aussi juste un certain nombre de régulations que tu dois respecter. Donc là, il n'y a pas le choix.
Il y a des choses qui sont beaucoup plus grises aujourd'hui parce qu'on débarque vraiment sur ces questions, comme tu le dis, et qu'il y a des choses qui qui sont pas super claires. Est-ce que c'est OK? Est-ce que c'est pas OK? Et comment, en fait, nous toute la problématique, c'est comment tu amènes tes utilisateurs à te dire ce qui est OK ou pas OK pour eux. Et comment, en fait, tu essayes d'ouvrir euh, cette black box, tu vois, de machine learning et de data que tu collectes pour que ce soit OK et pas quelque chose qui se sente que, bah, en fait, tu connais beaucoup trop de choses pour moi. Par exemple, explicitement, on ne va pas aller chercher des datas sur d'autres sites sur toi. On pourrait, si tu veux, payer pour aller dire, quand tu viens sur ton browser Chrome, je pourrais savoir quelles autres tabs tu as ouvertes, tout ce que tu as fait avant. Bah, ça, je ne vais pas payer l'information parce que ça, je ne veux pas en fait, utiliser ça pour prédire, mais ça pourrait être très prédictif. Et typiquement, il y a un énorme business là-dessus aujourd'hui. Parce que donc du coup, sur cet aspect donc, d'analytics, il y a donc il y a cette partie donc d'analyse du résultat qui est fait, mais du coup, c'est ce que tu disais aussi au début de l'émission, c'est il y a aussi le nettoyage entre guillemets ou la préparation de la donnée en entrée. Est-ce que du coup, même si tu arrives à avoir un dataset qui est vraiment clean, où tu arrives vraiment à débiaiser autant que possible toutes les données que tu as en entrée, est-ce que tu peux réussir à avoir un modèle en sortie qui soit vraiment fair au final, ou quoi qu'il arrive, ou en tout cas on n'y arrive pas encore, à faire un système qu'on n'a pas besoin de rectifier en cours de route? Alors, déjà, il y a la première question, c'est qu'est-ce que c'est un modèle fair? Et aujourd'hui, tu n'as pas une seule réponse. Donc, rien que le fait que tu n'aies pas une seule réponse, c'est quelque chose qui va être très flip. Pardon. Ah, j'ai le facteur qui sonne, Pas de désolé. souci. Et donc, en fait, tu as différentes façons de le regarder. Tu as différentes métriques et c'est un domaine dans lequel il y a beaucoup de réflexions et de publications. Et donc, les gens réfléchissent à différentes mesures. Après, tes données d'entrée, alors, il y a deux choses qui est, déjà, est-ce qu'elles sont fiables? Donc ça, c'est vraiment juste du pur engineering, tu vois. Est-ce qu'elles sont fiables? Est-ce qu'elles sont exactes? Et c'est pas trivial du tout. En fait, quand tu fais du machine learning, tu passes énormément de temps là-dessus. C'est une grosse partie. Et il y a la deuxième partie qui est dans ce dataset, en fait, comment différents groupes d'intérêt de différents segments sont représentés. Et est-ce que tu veux en fait changer ces représentations, ces poids? Donc, tu vois, aujourd'hui, tu as différents biais sur justement ces datas d'entrée qui peuvent s'injecter. Tu as le biais d'interaction. Donc, si tu demandes, par exemple, il y avait une application comme ça où tu demandes aux gens de dessiner une chaussure. Tu veux en fait entraîner un algorithme pour pouvoir reconnaître une chaussure. Et ta stratégie, c'est de demander aux gens de dessiner une chaussure. Et en fait, tu regardes tu vas voir que la plupart des gens te dessinent quelque chose qui ressemble à une Converse. Et en fait, si 90% des gens te font ça, 10% te font un truc type talon aiguille, ton modèle, il va être très mauvais à reconnaître les talons aiguilles. Donc ça, c'est un biais d'interaction. Un deuxième exemple, c'est le biais latent. Donc, si tu essayes en fait de reconnaître qui est un scientifique, tu vois, dans tes images de personnes, ça c'est un scientifique, ça c'est pas un scientifique. En fait, comme il y avait très peu de femmes historiquement ou de prix Nobel, c'est un biais latent où en fait, comme t'as pas beaucoup d'observations qui ont vu ça avant, tu reproduis un biais de la société de manière exponentielle. Tu as le biais de sélection. Donc, si tu veux, et c'est juste 3 exemples. Tu as énormément de potentiels biais dans tes datas qui sont aussi nombreux finalement que les biais humains. que finalement, c'est assez difficile de te dire est-ce que j'ai regardé tous les biais potentiels? Donc, c'est pour ça que les frameworks les systèmes de législation sont utiles pour les équipes aujourd'hui à se dire c'est les biais que je priorise, tu vois, ou c'est vraiment les choses auxquelles je dois faire attention en premier. Et après, en fait, on va regarder plein d'autres choses, mais c'est un signal qui est très important pour te dire l'identité ethnique, l'âge, le genre, ou ça va être des choses qu'on doit prioriser absolument à l'entrée. Mais c'est pas une question c'est loin d'être résolu. Je dirais, t'as des énormes équipes maintenant qui se mettent en place dans une boîte comme Google pour essayer de répondre et d'automatiser ce type de travail. Alors du coup, de ce que je perçois aussi, et je trouve ça top, c'est que
c'est en fait une volonté, l'apparition de ce métier qui est quand même assez nouveau de ce que je comprends de Machine Learning Analytics, c'est essayer de remettre de la compréhension dans ces algorithmes où aujourd'hui on sait que les deep learning, on voit beaucoup de papiers qui disent qu'en fait les gens ne savent pas exactement comment c'est prédit, mais juste le résultat est juste à la fin, en tout cas marche à la fin. Et donc en fait c'est vouloir remettre de la compréhension justement dans cette mécanique qui est faite. Je prends par exemple Uber qui avait découvert qu'en fonction du niveau de batterie que tu avais de ton téléphone, il pouvait te charger plus ou moins fort. Enfin, il pouvait te mettre un tarif de course plus ou moins élevé parce qu'ils savent que si tu es en dessous de 10%, en fait, tu vas accepter une course plus chère parce que tu as besoin d'aller charger ton téléphone. Et en fait, c'est une façon de se dire oui, ok, on a ce résultat-là, mais c'est pas forcément pertinent d'avoir. Enfin, c'est pas éthique, clairement, d'utiliser ça. Donc, on a besoin de comprendre comment ça marche pour pouvoir. Après, le but, c'est quoi? C'est de les corriger, influer manuellement l'algorithme, ou c'est de se dire comment est-ce qu'on refait le modèle pour que ça ne se reproduise plus derrière? Ouais. Y a deux niveaux qui est donc nous on va faire un A/B test sur tout ce qu'on va déployer en production en termes de changement d'algorithme. Donc si l'idée c'est si tu passes pas certains critères d'évaluation, donc par exemple tu introduis tu es beaucoup meilleur sur une catégorie ou tu as même une régression sur une catégorie que tu regardes, à ce moment-là tu déploies pas. Donc ça va être ce système peut-être de guardrails, tu vois, dans ton expérience. On dit, faut que tu retournes au drawing box. Donc ça, tu vois, c'est vraiment le système de fin. Et ce qui est intéressant, c'est comment, en fait, quels sont les systèmes que tu as en amont pour justement ne pas arriver là. Et oui, c'est là où il y a beaucoup d'innovation aujourd'hui et que tu as ce rôle de machine learning analytics que je trouve très intéressant, ou machine learning scientist aussi dans d'autres boîtes qui vont créer de nouvelles métriques d'évaluation du système, même offline, avant de le mettre online pour aller regarder ce qui se passe là. Donc, je parlais de Admissible Machine Learning. Ça, c'est un papier récent d'une boîte qui s'appelle H2O, qui est open source, qui propose ces infogrammes dont je parlais. Donc, ça, c'est quelque chose qui va être avant de le mettre online, qui va aider justement tes machine learning engineers à regarder qu'est-ce que je capture dans mon modèle. Après, ton exemple d'Uber, pour le coup, il faut aller la chercher, l'information que ta batterie à un certain niveau. C'est pas quelque chose qui va être donné. Donc ça, c'est un choix. Pour moi, c'est même un choix. C'est un choix produit quelque part, tu vois. Et, oui, ils ont fait le choix de collecter l'information à un moment. C'est ça que tu veux dire? Voilà, c'est ça. C'est pas une information que tu as gratuitement sur les utilisateurs. Enfin, je veux dire, tu dois le designer, le fait d'aller la collecter. Et là, je trouve ce qui est intéressant, c'est que tu as ces métiers du data, du machine learning qui ont vachement grandi depuis 10 ans. Et il n'y a pas eu forcément la même... Il y a encore un gap sur d'autres métiers tech, donc design, produit, pour communiquer sur ces enjeux et être sûr que finalement tu l'approches en tant qu'équipe produit et que tu fais ces décisions-là de manière collective. Et que finalement, c'est vraiment une question du design du produit. Est-ce qu'explicitement, tu veux faire ça ou pas? Et là, ça, je trouve l'innovation actuelle, les discussions actuelles intéressantes. Il y a aussi une complexité, j'imagine, dans ce sujet-là, c'est que l'éthique, ça reste quand même un sujet très, j'ai envie de dire très humain, mais en fait très, pas individuel, mais comment dire, l'éthique n'est pas la même partout. Si je prends par exemple, tu parlais tout à l'heure des données que tu peux collecter, ou les critères sur lesquels tu peux catégoriser les gens ou pas aux US. Par exemple, en France, ce sont pas il y a certains critères qui sont autorisés aux US qui sont pas autorisés en France. Et inversement, j'imagine qu'il y a des pays où même les situations sont encore plus extrêmes. Comment est-ce que du coup tu fais pour naviguer dans cette idée d'éthique alors que Airbnb est une boîte aujourd'hui mondiale? Vous arrivez à trouver une éthique commune au monde entier, où il y a un moment où on dit en fait non, on va suivre les règles de la maison mère et puis on considère que ça s'adapte à la majorité des situations. Tu vois, comment est-ce que vous naviguez dans cette... c'est flou l'éthique en fait au final. Ouais, c'est une bonne question et c'est un vrai enjeu. La façon dont on réfléchit à ça, c'est que finalement, nous, ce qu'on crée, c'est pour la communauté. Tu vois, donc c'est à la communauté finalement de nous dire ce qui est important. C'est la communauté de guests, d'autres, ou les communautés des villes dans lesquelles on opère, qui est aussi une partie prenante très importante.
Et donc, si tu veux, l'approche d'Airbnb, c'est de dire, bah, communiquons avec ces parties prenantes, essayons de comprendre quels sont les points les plus importants, quelles sont les décisions qui sont acceptables ou des façons d'évoluer, d'évaluer même ce qu'on fait, qui sont acceptables pour ces parties prenantes. Et donc, vraiment d'aller chercher la collaboration avec ces différentes parties prenantes, donc les utilisateurs, les hôtes, ou les villes, hein, quelque part. Et oui, tu peux avoir des différences importantes. Alors, c'est vrai que notre premier focus est les US parce que c'est des questions qui sont très sensibles ici et où il y a pas mal de groupes qui sont déjà assez avancés dans comment on y réfléchit. Donc, c'est là où on a priorisé nos efforts. Mais c'est la façon dont on va réfléchir à la globalisation. C'est-à-dire, dites-nous ce qui est important et après, on va être transparent sur là où on en est et quels sont les efforts qu'on met en place plutôt que de dire, bah, on a un point de vue et ce sera comme ça partout dans le monde. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. On pourrait faire ce choix aussi. On essaie vraiment d'investir sur des comités de pilotage finalement de ces questions. Et c'est pour ça que ça demande, c'est pas un data scientist qui va résoudre ça, ça demande justement un niveau beaucoup plus élevé de leadership. Ouais. T'évoquais aussi tout à l'heure que si vous, à travers des différents systèmes, si vous repérez qu'un hôte, donc les gens qui mettent à disposition des biens sur Airbnb, si un hôte ne choisit pas, enfin choisit des gens sur certains profils de manière du coup non éthique ou en tout cas unfair, que du coup vous pouvez repérer ce genre de comportement. Alors du coup j'en comprends deux aspects. Le premier, c'est que dans le listing que vous me proposez, en fait, il y a des annonces qui vont me correspondre, mais aussi auxquelles je vais correspondre. C'est-à-dire que c'est aussi, j'ai plus de chances d'être d'être pris sur telle annonce que sur celle qu'on me présente pas. Mais du coup, vous repérez quelqu'un qui justement a ce genre de comportement. Est-ce que vous, du coup, vous le sortez petit à petit des listings pour le défavoriser? Est-ce qu'il y a un warning qui lui est envoyé? Est-ce qu'il est carrément retiré des listings? C'est quoi les approches là-dessus? Alors, je vais peut-être clarifier un point qui est qu'on ne fait pas de profiling. Donc, on va pas te proposer des listings parce que toi, spécifiquement, on pense que l'autre Ok. va t'approuver. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on ne fait pas. Euh, euh, on utilise juste le fait qu'il y a des autres qui sont en moyenne, qui approuvent tout le temps, ou des autres qui ne répondent pas, parce qu'il y a aussi des autres qui ne répondent pas, ça peut arriver. Et ça, en fait, ce n'est pas une information qui est visible à l'utilisateur. Donc, c'est quelque chose qu'on utilise dans notre modèle, mais qui n'est pas forcément visible à l'utilisateur. Mais c'est pour la moyenne des gens, ce n'est pas pour toi Ok. spécifiquement. Euh, Après, il y a pareil un système de règles qui est mis en place, mais pareil sur la moyenne. C'est-à-dire que si un autre rejette souvent des guests, en fait, c'est juste une mauvaise utilisation, une mauvaise expérience pour tous les guests. Et du coup, bah, automatiquement, il va être déprioritisé en search. Et en fait, bah, au cours du temps, il va vraiment recevoir de moins en moins de requêtes. Le problème de discrimination, c'est quelque chose de beaucoup plus sérieux. Euh, je ne sais, je pense pas qu'on fasse on n'a pas de modèle là-dessus à ma connaissance. Ça va être plus en fait, est-ce que un utilisateur a flagué une mauvaise expérience? Ouais. Euh, mais c'est quelque chose qu'on va essayer de mesurer. Donc, il n'y a pas de modèle de machine learning, on va essayer de mesurer est-ce que nous avons un biais là-dessus et est-ce que, enfin, à quel point, si tu veux, euh, l'identité ethnique joue sur la probabilité d'acceptation d'un autre. Donc ça, c'est quelque chose qu'on mesure. Il y a eu quelques même partenariats académiques, des publications là-dessus, mais c'est pas quelque chose sur lequel on va avoir du machine learning ou de l'optimisation ou du profiling. Et donc, on le mesure, si tu veux, en globalité. On ne va pas aller agir sur l'autre aujourd'hui, mais s'il y a un flag, à ce moment-là, il y a une revue et c'est pris très, très Ok. sérieusement. En tout cas, je trouve que c'est une bonne démarche de se dire qu'il y a une façon éthique, ou en tout cas, comme tu disais tout à l'heure, admissible, de faire du machine learning et du coup d'essayer c'est aussi une façon d'essayer d'améliorer sa communauté, de faire avancer un peu l'ensemble, en proposant effectivement, en faisant en sorte en tout cas que tout le monde ait accès voilà, aux mêmes chances et aux mêmes capacités d'action sur un environnement. Du coup, c'est quelque chose qui est très prégnante chez Airbnb et que ça transpire partout où il y a encore des moments où il faut que tu défendes tel ou tel modèle ou tel choix. Ouais, c'est quelque chose qui est vraiment super important parce que, si tu veux, nous, c'est notre communauté. Tu vois, c'est notre communauté qui fait qu'on est successful ou pas.
Et du coup, si tu crées pas des outils pour la communauté, c'est vraiment communauté first, à ce moment-là, on va pas déployer. Donc, je pense qu'en termes de culture, en termes de decision making, c'est vraiment quelque chose qui est très accepté à Airbnb et qui fait partie c'est le cœur de notre mission, si tu veux, quelque part. Aujourd'hui, ça s'installe sur machine learning, mais créer la confiance et créer cet environnement, c'est très important. Là où il y a un challenge, par contre, c'est, comme on en discutait d'ailleurs, c'est démystifier ce que font ces algorithmes de machine learning et de deep learning. Franchement, si tu prends un employé lambda, il ne va pas forcément pouvoir t'expliquer. Et donc, ça reste, si tu veux, une black box, une boîte noire pour beaucoup d'employés. Et donc, vraiment, je pense que le vrai challenge, il est plutôt justement pour que un designer, il comprenne finalement quels sont les potentiels biais, où est-ce qu'ils peuvent s'injecter, et sans être deep dans la technique, tu vois, qu'il soit assez verse sur les problématiques de machine learning pour que son design reflète ça. Donc, je pense que le challenge est plutôt là, dans l'éducation, dans l'évangélisation, dans l'évangélisation de data, plutôt que dans la culture. Parce que c'est tellement aligné, si tu veux, avec le but d'Airbnb que je trouve que c'est assez évident. Top. Alors du coup, donc, ce métier aujourd'hui, ce que tu nous disais, est assez récent, que ce soit chez Airbnb ou ailleurs. Il y a aussi cette dichotomie de data scientist, data engineer aussi, qui est quand même une séparation assez récente. Il y a beaucoup de métiers qui sont très neufs dans cet environnement-là. C'est quoi, du coup, pour toi, le prochain métier qui va apparaître, la tendance un peu sur tous ces aspects de machine learning et d'intelligence artificielle? C'est quoi le nouveau métier de demain? Ouais, c'est ce que je disais en préparation. Je pense que le machine learning analytics, tu vois, c'est vraiment quelque chose d'important. C'est-à-dire que l'analytics appliqué sur vraiment là où tu déploies du machine learning, parce que ça te permet de piloter. Si tu es product manager ou decision maker dans la boîte, ça te permet de piloter justement des décisions. Et je pense que c'est un nouveau muscle que pas mal d'organisations sont en train de construire. Et alors, je ne sais pas si c'est vraiment un nouveau métier ou une évolution du métier qui est product manager pour machine learning. Tu vois, on a ces profils-là qui doivent être quand même assez avancés techniquement. Tu vois, qui va comprendre ce qui se passe, peut-être même plus que sur d'autres aspects produits, et qui doivent aussi gérer ces questions éthiques. Tu vois, typiquement, ça va être la première responsabilité du product manager. Et donc, pour moi, ces deux métiers-là, ils sont naissants, et on voit de plus en plus de data scientists évoluer vers ces métiers-là d'ailleurs. Ok. Top. Merci beaucoup, Claire, pour tout ça. J'aurais une dernière question pour toi, qui est la question rituelle du podcast FDTD. Est-ce que tu es plutôt espace ou tabulation? Space. Top. Merci beaucoup, Claire. Salut. À bientôt. Et merci à tous de nous avoir écoutés jusque-là. Voilà une discussion passionnante. Où on a parlé tech, on a parlé aussi éthique, on parle un peu aussi de tout ce qui est biais, représentation, diversité. Et vous savez que ce sont des sujets qui me tiennent à cœur. Et donc j'étais ravi de découvrir ce métier grâce à Claire. Et ça fait plaisir de voir qu'il y a des boîtes qui effectivement avancent dans ce sens-là. Il y a effectivement Airbnb. Il y en a très certainement plein d'autres qui le font. Mais donc voilà, donc c'est plutôt une bonne nouvelle que comme ça on avance tous dans la bonne direction. Je vous remercie de continuer à partager ce podcast autour de vous. Depuis la semaine dernière, on est aussi sur TikTok. Je suis beaucoup plus actif maintenant sur Insta avec des reels qui vont diffuser. On va faire beaucoup plus de contenu sur tout ça. Vous avez toujours la boutique, il y a toujours le Patreon. Bref, voilà, vous pouvez nous retrouver partout. Si vous écoutez ce podcast, donc au format podcast, bien évidemment, vous avez l'occasion de revenir tous les lundis à 19h sur Twitch pour assister au live de l'enregistrement, et on répond du coup après aux questions des personnes dans le chat. Et sinon, continuez à partager ce podcast autour de vous. Je vous en remercie énormément. Je vous souhaite une excellente fin de semaine. Je vous dis à la semaine prochaine, et d'ici là, codez bien. Merci d'avoir écouté cet épisode de If This Then Dev, et merci à toute mon équipe de Cosa Vostra à la production de cet épisode. Merci aussi à Alan, Ada, Linus, Bill, Steve et Steve de nous avoir ramenés jusqu'ici. Si ce podcast vous a plu, committez-vous en vous abonnant, déployez-le autour de vous
Et vous pouvez aussi nous faire une petite code review en nous laissant 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. La conversation continue bien sûr avec vous sur Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram, chacun sa techno, @ifthisdendev ou @bibir, BIBEAR. Vous retrouverez aussi tous nos épisodes sur notre site iftttd.io. Et enfin, si vous avez besoin d'une agence pour vous accompagner ou si vous souhaitez rejoindre une équipe tech passionnée et passionnante, écrivez-moi sur bruno@cosavostra.com. Merci à tous.